Sénégal, quand la révolution se retourne contre elle-même. Mesdames et messieurs, ce soir nous parlons du Sénégal. Et je vais vous demander de rester avec moi jusqu'au bout, parce que ce qui se passe là-bas en ce moment dépasse largement les frontières sénégalaises. C'est un drame politique qui concerne toute l'Afrique. C'est une histoire de trahison, d'ambition, de pouvoir et de promesses brisées. C'est l'histoire de deux hommes qui ont fait rêver tout un peuple et qui, aujourd'hui, semblent prêts à sacrifier ce rêve sur l'autel de leurs ambitions personnelles. Alors installez-vous, parce que cette histoire mérite qu'on la raconte dans toute sa complexité, dans toute sa profondeur et avec toute la gravité qu'elle exige. Imaginez, mars 2024, les rues de Dakar explosent de joie. Le peuple sénégalais vient d'accomplir l'impossible. Après des années de larmes, d'arrestations, de sang versé dans les rues, le régime de Macky Sall est tombé. Des années de colère accumulées, des années de jeunes emprisonnés pour avoir osé lever la voix, des années de familles brisées par la répression et l'injustice. Et ce soir-là, dans les rues de la capitale, les Sénégalais pleuraient. Mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de joie, des larmes de soulagement, des larmes de victoire. Et à la tête de cette révolution, deux hommes, deux frères de combat, deux hommes que rien ni personne ne semblait pouvoir séparer. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Leur slogan résonnait encore dans les mémoires, dans les rues, dans les cœurs. Diomaye Mononko, Dio c'est Sonko. Un seul corps, une seule âme, un seul projet pour le Sénégal. Un peuple, une vision, une révolution. Mais aujourd'hui, en 2026, ce slogan sonne creux. Aujourd'hui, en 2026, ces deux hommes semblent se regarder comme des adversaires. Et c'est précisément ça le drame que nous allons décortiquer ensemble ce soir. Parce qu'il faut commencer par comprendre quelque chose d'essentiel. Dans ce duo, il y avait un leader incontesté. Il y avait un homme autour duquel toute la dynamique politique s'était construite. Cet homme, c'était Ousmane Sonko, pas Diomaye. Sonko, c'est lui qui a créé le PASTEF de ses propres mains, brique par brique, militant par militant, dans des conditions souvent difficiles, souvent hostiles, souvent dangereuses. C'est lui qui a sillonné le Sénégal de ville en ville, de village en village, pour porter un message de rupture, de souveraineté, de dignité. C'est lui qui a mobilisé la jeunesse, qui a capté l'énergie de toute une génération épuisée par des décennies de politique traditionnelle. C'est autour de lui que des centaines de milliers de Sénégalais, majoritairement jeunes, se sont construits politiquement, ont appris à résister, ont appris à rêver d'un Sénégal différent. Mais voilà, ces problèmes judiciaires, ces démêlés avec la justice sous le régime de Macky Sall, l'ont empêché de se présenter à la présidentielle. Le PASTEF se retrouve donc devant une décision historique. Comment porter toute cette énergie, toute cette dynamique et tout ce capital politique sans leur leader naturel sur le bulletin de vote? La réponse, c'est Diomaye. Bassirou Diomaye Faye, alors secrétaire général du parti, homme de confiance, compagnon de lutte. Et grâce à l'aura de Sonko, grâce à sa base populaire, grâce à sa machine électorale parfaitement huilée, Diomaye gagne la présidentielle dès le premier tour. Un exploit. Une victoire retentissante, propulsée au sommet par la force politique de son propre compagnon. Un accord existait entre les deux hommes. Diomaye assure la transition. Il gère le pays. Il pose les premières pierres de la nouvelle République. Et en 2029, c'est Sonko qui prend le relais à la présidence. Voilà le deal. Voilà ce que tout le monde dans le cercle intime du PASTEF comprenait, même si personne ne l'avait écrit noir sur blanc. C'était une parole d'honneur entre deux frères de révolution. Mais le pouvoir, mesdames et messieurs, le pouvoir change les hommes. Ou peut-être qu'il révèle simplement ce qu'ils ont toujours été au fond d'eux-mêmes. Peut-être que le pouvoir n'est pas un révélateur de trahison, mais simplement un révélateur de vérité. Et la vérité, elle commence à apparaître très tôt. Dès les premières semaines du nouveau régime, des voix s'élèvent dans les couloirs du palais. Certains proches du président trouvent que Sonko, pourtant numéro 2 constitutionnel, prend trop de place, trop de lumière, trop d'espace dans les médias, dans l'opinion, dans le cœur des militants. Des collaborateurs très proches de Diomaye commencent à murmurer, et ces murmures, avec le temps, deviennent de plus en plus audibles, parce qu'il y a une réalité que personne ne peut ignorer. Sonko, même depuis son poste de Premier ministre, continue de bénéficier d'une popularité, d'une légitimité et d'une aura qui dépasse largement celle du président. Dans les rues, dans les marchés, dans les quartiers populaires de Dakar, comme dans les régions les plus reculées du pays, c'est encore le nom de Sonko qui fait vibrer les foules.
C'est encore son image qui décore les murs. C'est encore sa voix que les jeunes veulent entendre. Et pour un président, voir son propre premier ministre éclipser sa présence, c'est inconfortable, c'est même insupportable. Voilà la poudrière qui se constitue lentement, silencieusement, inévitablement. Et puis arrive ce samedi 2 mai. Bassirou Diomaye Faye accorde une interview marathon à la presse nationale, plus de 2 heures sur RTS, Walf TV et TFM. 2 heures face aux journalistes sénégalais, et dans cette interview, il lâche des phrases qui font l'effet d'une grenade dans le paysage politique sénégalais. Des phrases soigneusement choisies, des phrases qui ne laissent aucune place à l'ambiguïté pour quiconque sait lire entre les lignes de la politique africaine. Il déclare d'abord que le PASTEF est sur une trajectoire qui risque de le mener à sa perte si rien n'est fait. Il accuse indirectement son propre Premier ministre de personnifier excessivement le parti et la révolution. Il rappelle que les sacrifices des années de lutte, les morts, les blessés, les emprisonnements visaient un projet et non un homme. Puis il ajoute avec une froideur calculée: le PASTEF, ce n'est pas seulement Ousmane et moi. Tout le monde comprend immédiatement. Il parle de Sonko. Il lui dit publiquement, devant toute la nation, que personne n'est indispensable, que la révolution appartient au peuple, pas à un individu, que lui, Diomaye, peut parfaitement continuer sans avoir Sonko au-dessus de lui comme une ombre tutélaire. Mais ce n'est pas tout. Ce qui choque encore davantage, c'est la répétition. Durant cette interview, Diomaye répète à 2 reprises qu'il a le pouvoir de nommer et de révoquer son Premier ministre. 2 fois, pas une fois, 2 fois. Comme quelqu'un qui veut être absolument certain que son message est entendu, compris et retenu. Comme quelqu'un qui envoie un signal d'une clarté aveuglante. Le président, c'est moi. Et si Sonko n'a plus ma confiance, je peux le remplacer demain matin sans trembler. Et quelques jours plus tard, le 4 mai, Diomaye passe à l'acte. Il signe un décret. Un seul décret, mais un décret qui dit tout. Il limoge le porte-parole du gouvernement, figure historique du PASTEF, compagnon de toujours d'Ousmane Sonko, homme qui incarnait le lien vivant entre le Premier ministre et la parole publique de l'État. Et à sa place, il installe Abdou Ahad Thiam, coordinateur de la coalition Diomaye président, sa coalition à lui, pas celle du PASTEF, pas celle de Sonko, la sienne, celle qu'il est en train de construire patiemment, brique par brique, homme par homme, institution par institution. Un militant des droits humains l'a résumé en une seule phrase, une phrase qui a circulé sur tous les réseaux sociaux sénégalais en quelques heures. C'est le premier acte du divorce. Une phrase courte, une phrase dure, une phrase qui dit tout ce qu'il y a à dire sur l'état de cette relation qui se fracture sous les yeux de toute l'Afrique. Et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, les proches de Sonko font adopter une réforme du code électoral. Une réforme qui modifie les conditions d'éligibilité à la présidentielle. Une réforme qui, si elle est promulguée telle qu'elle, ouvre à Sonko la voie pour se présenter en 2029. Les parlementaires du PASTEF, fidèles à leur chef naturel, sont déjà en train de préparer l'avenir. Ils ne se cachent même pas. Ils agissent au grand jour, avec une assurance qui dit clairement de quel côté ils se trouvent dans cette guerre qui commence. Diomaye réagit immédiatement. Il critique publiquement cette initiative. Il dit qu'elle est prématurée. Il dit qu'elle est procéduralement incongrue. Il dit que des projets de réforme plus larges sont déjà en préparation et que cette proposition parlementaire brûle les étapes. Mais derrière les mots techniques et les arguments procéduraux, tout le monde entend le vrai message. Diomaye n'accepte plus l'idée que Sonko soit candidat en 2029. Diomaye ne veut plus respecter le deal initial. Diomaye a décidé que l'accord passé dans les coulisses avant l'élection n'a plus cours aujourd'hui. Et c'est là que beaucoup commencent à parler d'une rupture réelle, profonde, peut-être irréversible. Parce que posons-nous la vraie question. Si ces 2 hommes étaient encore parfaitement alignés, comment le président pourrait-il critiquer publiquement une réforme aussi capitale portée par son propre camp parlementaire? Personne ne l'obligeait à réagir ainsi. Personne ne l'obligeait à attirer autant l'attention sur cette loi. Personne ne l'obligeait à insister avec autant de fermeté sur son pouvoir de révocation. Et pourtant, il l'a fait. Délibérément. Méthodiquement. Avec la précision d'un homme qui envoie un message politique très précis à une cible très précise. Sur le terrain politique, les camps commencent déjà à se former. Et c'est peut-être ça le signe le plus alarmant de tous.
Plusieurs cadres du PASTEF ont publiquement affiché leur soutien à Sonko. La porte-parole du gouvernement, Marie-Rose Faye, a présenté Sonko comme le gardien de la révolution. Le ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, a également affiché son soutien au chef du parti. Des ministres en exercice, des membres du gouvernement nommés par Diomaye lui-même, choisissent publiquement leur camp. Et ce n'est pas le camp du président. D'un côté, il y a donc des ministres et des cadres qui restent avant tout des hommes de Sonko. Des hommes qui lui doivent leur engagement politique, leur formation, parfois leur liberté. Des hommes qui n'oublient pas qui les a faits. De l'autre, un président qui construit progressivement sa propre coalition politique, indépendante du PASTEF, autonome, déliée de toute dette envers Sonko. Une coalition qui lui appartient, qui lui obéit, qui le sert lui et non le parti. Ce n'est plus Diomaye Mononko. Ce sont désormais deux projets politiques rivaux qui avancent côte à côte dans le même gouvernement, dans la même république, mais vers des destinations radicalement différentes. Et chacun sait que 2029 sera le moment de vérité, le moment où l'un des deux devra céder, le moment où le Sénégal devra choisir entre deux visions, deux hommes, deux héritages d'une même révolution. Et c'est là, mesdames et messieurs, que commence la véritable tragédie, pas la tragédie politique, la tragédie humaine, la tragédie du peuple sénégalais, qui lui n'attendait rien de tout ça. Ce peuple a payé le prix fort pour cette révolution. Il a perdu des fils, des frères, des amis dans les rues, des mères ont pleuré, des pères ont vu leurs enfants partir en prison pour avoir osé croire en un avenir meilleur. Des générations entières ont sacrifié leur jeunesse, leur sécurité, parfois leur vie, pour porter ce projet jusqu'au bout. Et 2 ans après, ce même peuple regarde, sidéré, hébété, les hommes qu'il a portés au pouvoir au prix de tant de sacrifices, reproduire exactement les mêmes luttes d'ego, les mêmes calculs électoraux, les mêmes jeux de pouvoir, les mêmes trahisons que ceux qu'ils avaient promis de renverser définitivement. Car pendant que Diomaye et Sonko se positionnent pour 2029, les Sénégalais, eux, attendent toujours. Les jeunes veulent du travail. Les familles veulent que la vie soit moins chère. Le logement reste inaccessible. L'inflation ronge les salaires. Le chômage des jeunes reste à des niveaux alarmants. Et Diomaye lui-même a reconnu dans cette interview que des temps difficiles attendaient son pays. La dette publique, la hausse des prix du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient, les pressions des institutions financières internationales qui ne font pas de cadeaux, des réformes économiques douloureuses qui s'annoncent. Voilà la réalité du Sénégal en 2026. Voilà ce que vivent les Sénégalais chaque matin en se levant, chaque soir en rentrant les mains vides. Et pourtant, au lieu de consacrer toute leur énergie à ces urgences concrètes, les 2 hommes au sommet de l'État semblent déjà absorbés par le calcul politique, par le positionnement électoral, par la guerre de succession qui n'aurait même pas dû commencer aussitôt. 2 ans. 2 ans seulement après la Révolution, et déjà les ambitions personnelles prennent le dessus sur les promesses collectives. L'analyste politique Souleymane Dione l'a exprimé avec une précision chirurgicale. Il a dit que la rivalité entre les 2 hommes se cristallise de plus en plus, et que le contexte économique difficile rend cette confrontation particulièrement dangereuse pour la stabilité du pays. Particulièrement dangereuse. Ces mots méritent qu'on s'y arrête, parce que quand un pays traverse des difficultés économiques sérieuses, quand le peuple souffre, quand la frustration sociale monte, une crise politique au sommet de l'État n'est jamais simplement une crise politique. Elle devient une crise de légitimité, une crise de confiance. Et une crise de confiance dans un contexte économique difficile, c'est une combinaison explosive que l'histoire africaine connaît trop bien. Alors oui, un divorce total entre Diomaye et Sonko n'est pas encore officiel. Beaucoup d'analystes estiment même que ça n'arrivera pas. Diomaye continue d'affirmer publiquement qu'il a confiance en son Premier ministre. Il continue de jouer le jeu des apparences, de maintenir la façade d'une unité qui, en coulisses, semble de plus en plus fragile, de plus en plus artificielle, de plus en plus impossible à tenir. Mais les actes, eux, racontent une autre histoire. Le limogeage du porte-parole historique. La construction d'une coalition politique personnelle et indépendante. Les déclarations répétées sur le pouvoir de révocation. Les critiques publiques contre la réforme électorale portée par les proches de Sonko. Tout cela ne ressemble pas aux actes d'un homme prêt à rester dans l'ombre et à laisser son Premier ministre devenir président en 2029. Tout cela ressemble aux actes d'un homme qui a goûté au pouvoir, qui en a pris la mesure, qui en a compris les ivresses
et qui n'est plus du tout certain de vouloir s'en séparer dans 3 ans. De son côté, Sonko possède toujours sa base militante, sa popularité intacte dans les quartiers populaires et dans la jeunesse, ses réseaux profonds dans le parti comme dans le gouvernement. Il n'est pas affaibli, pas encore, et il ne se laissera pas faire sans résister. Le bras de fer a commencé, et il promet d'être long, intense et potentiellement dévastateur pour tout ce que cette révolution était censée représenter. Beaucoup de Sénégalais ont aujourd'hui le sentiment amer de voir leur révolution se fracasser contre les ambitions personnelles de ceux qui promettaient justement de faire de la politique autrement, de ceux qui juraient que leur génération serait différente, de ceux qui disaient que le peuple passerait toujours avant les hommes. Ce sentiment, il est douloureux, il est profond et il est dangereux, parce qu'un peuple qui perd confiance dans sa révolution, c'est un peuple qui devient vulnérable à toutes les formes de désillusion, de radicalisation et de désespoir. C'est peut-être ça la véritable tragédie sénégalaise en 2026. Pas seulement la crise économique, même si elle est réelle et douloureuse. Pas seulement l'inflation, même si elle frappe durement les familles les plus modestes. Mais le fait que ceux qui promettaient de changer le système semblent progressivement reproduire les mêmes erreurs, les mêmes travers, les mêmes dérives que leurs prédécesseurs. Le fait que le costume du pouvoir finit toujours par ressembler à lui-même, quel que soit celui qui le porte. Ce n'est plus Diomaye Mononko. Ce sont 2 hommes qui regardent le même trône et qui, lentement, imperceptiblement, commencent à se demander lequel des deux le mérite vraiment. Et pendant qu'ils se posent cette question, le Sénégal, lui, attend, les jeunes attendent, les mères attendent, les vendeurs du marché Sandaga attendent, les étudiants de l'UCAD attendent. Tout un peuple attend, avec une patience qui a ses limites, une patience qui a déjà été testée jusqu'à ses extrêmes sous Macky Sall et qui ne supporterait pas d'être trahi une 2e fois par ceux-là même qui lui avaient demandé de croire encore. Et c'est là que réside le vrai enjeu de cette crise. Pas 2029, pas l'élection présidentielle, pas le deal rompu entre 2 hommes politiques. Le vrai enjeu, c'est la foi d'un peuple dans la possibilité du changement.